L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 8 avril 2020. Le Québec devrait atteindre le sommet de l'épidémie de coronavirus autour du 18 avril. COVID-19, des points de contrôle seront installés aléatoirement dans les MRC de Montmagny, Lillet et Bellechasse. Il y a désormais 6 cas positifs infectés par la COVID-19 dans la MRC de Montmagny. Une femme victime d'un meurtre à Montmagny. Imbroglio concernant la fermeture de la région de Montmagny-Lillet. La MRC de Kamouraska salue l'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises annoncée par le gouvernement du Québec. Prévention du suicide, le Parti québécois demande au gouvernement d'assurer le maintien des services. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Le Québec devrait atteindre le sommet de l'épidémie de coronavirus autour du 18 avril, selon les autorités de santé publique qui anticipent de 1 263 à 8 860 décès d'ici la fin du mois. Selon le Journal de Québec, le premier ministre François Legault et le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, ont tenu leur point de presse quotidien avant de laisser le soin aux experts de la santé publique de présenter les hypothèses de courbe de progression de la COVID-19. Les experts mandatés par le gouvernement refusent de s'aventurer dans la divulgation de leurs propres prévisions de la courbe québécoise de progression de la COVID-19. Ils ont plutôt présenté, mardi, un scénario optimiste inspiré de l'Allemagne et qui prévoit 1263 morts de la COVID-19 à la fin avril. Une hypothèse plus pessimiste, à l'italienne, projette plutôt 8 860 décès à la même période. Si certaines provinces se sont livrées à cet exercice il y a plusieurs jours déjà, François Legault et son directeur national de la santé publique n'ont pas caché certaines réticences à ce que soient dévoilées les hypothèses de contamination sur lesquelles planche le gouvernement. Le premier ministre et le docteur Horacio Arruda brillaient d'ailleurs par leur absence lors de la présentation des scénarios de courbe mardi en fin d'après-midi. François Legault avait tout de même mis en garde la population. « Je ne voudrais pas alarmer les personnes avec le scénario pessimiste. Vous allez voir, évidemment, quand on regarde le nombre de décès prévus, ça peut être inquiétant, a-t-il dit plus tôt dans la journée. » Le docteur Arruda avait tenu à préciser que le Québec est plus proche du scénario optimiste que du pessimiste. Si le Québec suit les traces de l'Italie, près de 60 000 Québécois pourraient être infectés par le coronavirus d'ici la fin du mois. Au contraire, si la courbe québécoise suit celle de l'Allemagne, il pourrait y avoir un peu moins de 30 000 cas confirmés le 29 avril prochain.
Le réseau de la santé doit par ailleurs s'attendre à accueillir de 1 400 à 3 000 patients infectés par la COVID-19 au plus fort de la crise. Les scénarios à l'étude prévoient qu'il y aurait de 468 à 1 009 personnes aux soins intensifs à la mi-avril. Mais pour le moment, le nombre actuel d'hospitalisations au Québec laisse croire que les hôpitaux pourraient être relativement épargnés. Les chiffres montrent que nous sommes en deçà du plan optimiste, s'inspirant du Portugal, une bonne nouvelle, sachant que le réseau de la santé compte 633 lits de soins intensifs. Envoyé au front pour commenter les scénarios envisagés, le Dr Richard Massé a insisté sur l'importance de reprendre progressivement la vie normale pour ne pas ressusciter la courbe de contamination après le sommet prévu autour du 18 avril. Il faut que la vie économique reprenne, mais pas tout d'un coup, parce qu'on va avoir un retour de la courbe, puis elle va remonter, a-t-il insisté. La distanciation sociale devra perdurer dans certains secteurs d'activité encore un bon moment. Et surtout, la prudence sera de mise pendant encore longtemps dans les établissements pour personnes âgées, la clientèle la plus vulnérable. Excusez-moi. Voici le nombre estimé de décès cumulés de la COVID-19 au Québec au 30 avril selon divers scénarios. Scénario optimiste inspiré de l'Allemagne, 1263. Scénario pessimiste inspiré de l'Italie, 8 860 décès. Selon le sergent Louis-Philippe Bibeau du service des communications de la Sûreté du Québec, contacté par CMA-TV Nouvelles, il n'y aura pas de point de contrôle fixe comme dans le secteur de l'Apocatière concernant les nouvelles restrictions d'accès pour les MRC de Montmagny, Lillet et Bellechasse, puisque les 10 points de contrôle seront placés de façon aléatoire et changeront de façon intermittente. Le but de l'exercice imposé par Québec est de limiter l'accès à ces 3 MRC aux gens qui ne sont pas en déplacement essentiel, et ce, afin de limiter la propagation de la COVID-19. De ce fait, les citoyens qui circuleront sans une raison valable devront tout simplement rebrousser chemin s'ils rencontrent un de ces points de contrôle de la Sûreté du Québec. Ces mesures font par ailleurs suite aux recommandations de la Direction nationale de la santé publique visant à limiter les déplacements non essentiels et ainsi protéger la population de la COVID-19. Rappelons que les mesures instaurées ne visent pas les activités qui permettent d'obtenir et de fournir des soins et des services de santé, ni celles qui assurent le soutien humanitaire et les services essentiels pour la continuité de la chaîne d'approvisionnement de l'ensemble des régions du Québec. En limitant ainsi les entrées et les sorties des MRC de Bellechasse, Montmagny, Lillet et du Bas-Saint-Laurent, les autorités de santé publique croient pouvoir limiter et prévenir davantage la propagation de la COVID-19. Voici les principaux éléments pour le 7 avril en lien avec la situation de la COVID-19. 23 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches portant à 181 le nombre total pour cette région administrative, incluant 21 travailleurs de la santé. 13 personnes sont hospitalisées, dont 3 aux soins intensifs. Et un décès. Il est à noter qu'il y a désormais 6 cas positifs infectés par la COVID-19 pour la MRC de Montmagny, mais le décompte est toujours à 0 pour la MRC de Lillet. Situation au manoir Liverpool, 27 cas confirmés, dont 19 résidents et 8 travailleurs de la santé, ainsi que 6 personnes hospitalisées. Situation au manoir de l'Arbre Argenté, une éclosion de COVID-19 s'est déclarée au manoir de l'Arbre Argenté, résidence pour personnes âgées de Lévis. Le CIS de Chaudière-Appalaches et la résidence poursuivent leurs efforts pour limiter la propagation. En date du 7 avril, nous recensons 6 cas confirmés parmi les 60 résidents et 3 cas confirmés parmi les employés. De ce nombre, une personne est hospitalisée. D'autres détails seront communiqués selon l'évolution de la situation. Plusieurs mesures ont par ailleurs été mises en place pour assurer la sécurité des résidents et des employés. Entre autres, l'ensemble des résidents est en isolement dans leur chambre
Les employés ayant des symptômes sont placés en isolement préventif. La désinfection de la résidence est en cours. Un mécanisme de surveillance électronique des portes est en place et il y a présence d'agents de sécurité de 8h à 20h, 7 jours sur 7. Les entrées et les sorties des employés sont contrôlées. Seuls les employés ont accès à la résidence sous présentation de leur carte d'identité. Toute livraison est contrôlée par le personnel. La désinfection des lieux communs, ascenseurs, escaliers, entrées, postes, etc., est réalisée plusieurs fois par jour. La résidence à l'appui des employés du soutien à domicile pour offrir les soins et services infirmières auxiliaires, auxiliaires de santé et services sociaux. Toute personne jugée à risque est contactée individuellement par la direction de santé publique et reçoit des consignes, notamment pour surveiller ses symptômes durant son isolement. Une éclosion dans un milieu de vie comme une résidence pour personnes âgées constitue un moment très stressant pour les résidents et leurs proches. Toutes les mesures sont déployées pour leur assurer soutien et réconfort dans cette période difficile. Pour la journée du 6 avril, les cliniques désignées d'évaluation ont dépisté 21 personnes à Lévis, 13 personnes à Saint-Georges, 14 personnes à Montmagny et 7 personnes à Thetford Mines. Une femme de Montmagny aurait été victime de meurtre mercredi. On en parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Selon le Journal de Québec, une femme a été victime d'un meurtre mercredi à Montmagny. Selon la Sûreté du Québec, vers 1h du matin, les policiers de la MRC de Montmagny sont appelés à intervenir sur l'avenue Sainte-Brigitte pour une raison inconnue. Sur le chemin de l'intervention, les agents ont interpellé un homme de 49 ans sur la 8e avenue pour des motifs non communiqués. Lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu de l'intervention, ils découvrent, dans une résidence, le corps d'une femme de 69 ans. Les raisons du décès ne sont pas connues, mais l'homme de 49 ans a été arrêté pour homicide. Une enquête a été ouverte pour comprendre les événements. Vers 17h30 mardi, le député conservateur de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a partagé une information cruciale sur sa page Facebook concernant la partie ouest du comté fédéral, voulant que, selon un décret ministériel de Québec qu'il avait en main, il y aurait sous peu des restrictions d'accès pour les MRC de Montmagny et de Lillet, ce qui a, bien entendu, enflammé le web. Lorsque la salle de nouvelles de C'est ma TV a été mise au courant de l'information partagée par le député fédéral en lien avec une décision de compétence provinciale, cette dernière a pris contact avec le service des communications de la Sûreté du Québec, en l'occurrence le sergent Louis-Philippe Bibeau, qui n'était aucunement au courant de cette décision importante pour notre région. Simultanément, C'est ma TV Nouvelle a contacté la préfète de la MRC de Montmagny, Mme Jocelyne Caron, qui venait d'être mise au parfum par la directrice de la MRC, Nancy Labrec, qui venait, à son tour, d'avoir une copie du décret en question transféré par le bureau du député fédéral. Cependant, Mme Caron était surprise d'apprendre, après tout le monde, que la MRC, dont elle est préfète,
se verrait imposer des restrictions sans qu'elle ait été consultée ou avertie au préalable. Même son de cloche du côté du premier citoyen de Montmagny qui, contacté par CMA-TV Nouvelles, n'avait aucunement été consulté et même averti par Québec concernant les nouvelles restrictions pour son secteur. Ce dernier n'était d'ailleurs nullement au fait des détails relatifs en lien avec cette mesure. Qui plus est, le maire Émile Langevin a confirmé que le directeur de la sécurité civile de la ville de Montmagny, Pierre Boucher, n'était également pas non plus informé de cette nouvelle restriction. Ce qui veut dire qu'à ce moment, personne n'était en mesure de confirmer ou d'infirmer la nouvelle politique provinciale de restriction partagée par le député fédéral Bernard Généreux. Entre-temps, CMA-TV Nouvelles a contacté le bureau de la députée ministre Marie-Ève Proulx, qui, vers 18h13, n'était également pas en mesure de confirmer la nouvelle. Ensuite, vers 18h40, Marie-Ève Proulx a finalement partagé, sur sa page Facebook de député, le communiqué officiel concernant les nouvelles restrictions imposées pour la MRC de Montmagny, Lillet et Bellechasse. Voilà ensemble l'historique de l'imbroglio concernant la fermeture de la région de Montmagny-Lillet. Dans un communiqué envoyé aux divers médias régionaux, la MRC de Kamouraska salue l'annonce du gouvernement du Québec pour la mise en place du nouveau programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises visant à appuyer les PME du Québec touchées par les répercussions de la COVID-19. Une enveloppe initiale de 150 millions de dollars est mise à la disposition des MRC et des villes. Le montant de la MRC de Kamouraska s'élève à un peu plus de 750 000 $ et sera disponible pour nos entreprises très bientôt. Par cette annonce, le gouvernement du Québec confirme le rôle crucial des MRC en matière de développement économique. Je tiens à souligner l'initiative de ce nouveau programme d'aide d'urgence aux PME. Ce programme pour les entreprises de notre territoire qui sont touchées par la pandémie est un complément remarquable aux mesures d'aide déjà mises en place, mentionne le préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy. Les entreprises de tous les secteurs d'activité, autant les coopératives, les organismes sans but lucratif et les entreprises d'économie sociale réalisant des activités commerciales, pourront ainsi obtenir un prêt ou une garantie de prêt d'un montant pouvant atteindre une somme maximale de 50 000 $ afin de pallier le manque de liquidité lié à la COVID-19. L'aide financière sera accordée par la MRC et prendra la forme d'un prêt ou d'une garantie de prêt. Le taux d'intérêt est établi à 3 % et un moratoire de 3 mois sur le capital et les intérêts s'appliquera automatiquement. Un moratoire additionnel allant jusqu'à 12 mois sur le capital pourra également être accordé. Le nouveau programme d'aide du gouvernement provincial va permettre de répondre à un besoin criant pour plusieurs petites entreprises incapables de correspondre aux critères des autres mesures et ainsi de maintenir, de consolider ou de relancer leurs activités, précise le conseiller socio-économique de la MRC de Kamouraska, Charles Deblois-Martin. Les entreprises et les organisations du Kamouraska sont invitées à contacter la MRC de Kamouraska en composant le 418 492 16 60, poste 250. Les PME ayant des besoins en fonds de roulement supérieurs à 50 000 $ peuvent s'inscrire au programme d'action concertée temporaire pour les entreprises, le pacte récemment annoncé par le gouvernement du Québec. Autre soutien pour nos entreprises, un moratoire additionnel pour les fonds locaux d'investissement, le FLI ou le FLS. La situation exceptionnelle liée à la pandémie de la COVID-19 évolue et la pression sur les finances des entreprises s'accentue. Rappelons que dans le but de soutenir les entreprises kamouraskoises touchées par les répercussions de la COVID-19, la MRC de Kamouraska a offert un moratoire allant de 3 à 6 mois aux entreprises pour le remboursement du prêt, capital et intérêts qui leur a été consenti dans le cadre des fonds locaux d'investissement, le FLI et le FLS. Les intérêts seront capitalisés et ajoutés au solde du prêt à la fin du moratoire. Cette mesure permet aux entreprises déjà inscrites à ce programme avec la MRC de réduire la pression sur les liquidités pendant cette période difficile.
il est important de rappeler que toutes les autres modalités d'utilisation des fonds locaux d'investissement demeurent inchangées. Une bonne façon de contrer les effets négatifs de la pandémie de la COVID-19 est d'acheter auprès des entreprises, commerces et industries locales. À cet effet, la MRC de Kamouraska tient à souligner l'initiative de la cellule d'intervention socio-économique dont elle fait partie, qui a créé le groupe Facebook « Soutenons nos commerçants d'ici, Kamouraska-Lillet ». Cette initiative permet d'établir une relation gagnant-gagnant entre les consommateurs et les entreprises kamouraskoises. Il permet aux consommateurs de déceler des offres intéressantes, de prendre connaissance des nouveaux services adaptés en temps de crise, ainsi que des rabais et promotions en cours. La MRC de Kamouraska invite aussi les commerçants à s'inscrire à la nouvelle plateforme annoncée par le gouvernement du Québec, le panierbleu.ca. Il s'agit d'une vitrine supplémentaire pour se faire connaître et établir un premier point de contact avec sa clientèle. Voilà une bonne façon de soutenir les entreprises de notre région et de découvrir des produits de qualité faits chez nous. En raison de la pandémie de la COVID-19 qui sévit, le niveau d'anxiété des citoyens peut augmenter à un point tel que certains sont tentés d'envisager une solution qui n'en est pas une, le suicide. Il est primordial d'apporter tout le soutien nécessaire aux ressources en place. Il faut aider ceux et celles qui aident, insiste le député de Rimouski et porte-parole du Parti québécois en matière de solidarité sociale et de services sociaux, Harold Lebel. En bref, le gouvernement fait preuve de transparence en dévoilant aux Québécois ses scénarios d'évolution de la pandémie. Il ne faut toutefois pas douter de l'impact qu'aura la diffusion des projections sur le niveau de détresse des citoyens du Québec. Les lignes d'aide et les centres de prévention du suicide, déjà débordés, sont des ressources essentielles. Le gouvernement doit prendre tous les moyens nécessaires pour épauler le personnel et assurer la continuité des services. On constate déjà une hausse significative du volume d'appels dans les centres de prévention du suicide, et ce, partout au Québec. La situation risque de s'aggraver davantage, alors que le gouvernement de François Legault s'apprête à dévoiler ses chiffres. La transparence, c'est important, mais nous ne pouvons nier que cela risque d'avoir un impact sur le moral des citoyens, comme on l'a vu en Ontario et en Colombie-Britannique, par exemple. Or, nos ressources d'aide sont déjà débordées, a mentionné le député péquiste. Qui plus est, les intervenants sont inquiets. Que faire si jamais on recensait un ou plusieurs cas dans un centre d'appel? Si certains devaient cesser leurs opérations? Le gouvernement leur a demandé de trouver des solutions de rechange, possiblement en redirigeant les appels vers un centre d'une autre région, mais il demeure qu'on aura besoin de personnel supplémentaire. Nous souhaitons donc que le gouvernement lance un appel aux retraités ou à des bénévoles formés pour intervenir auprès des personnes en détresse, a ajouté Harold Lebel. Bien sûr, cela ne se fait pas à coup nul. Québec devra injecter les sommes nécessaires pour permettre aux centres et aux lignes d'aide de poursuivre leur mission. Les services d'écoute et d'accompagnement doivent continuer d'être disponibles en tout temps. On n'a pas le droit de laisser quiconque en plein, et plus particulièrement encore en cette période, a conclu le député de Rimouski. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 800 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes évidemment à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus suivi et le plus regardé. Donc, vous êtes à l'antenne du réseau de télévision dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Alors, on a eu un début de semaine vraiment extraordinaire, lundi, mardi, de belles journées. Je vous dirais que ce matin, c'était froid. C'était moins 6 degrés à 6 heures ce matin. Et les toitures étaient blanches, les patios, c'était blanc, petite gelée. Donc, c'était plutôt froid comparativement aux autres nuits qu'on a passées récemment. Maintenant, encore une belle journée, mais il faudra en profiter parce que ce sera la dernière. Nous avons pour vous un avertissement de tempête printanière, si vous me permettez l'expression, pour les secteurs de Bellechasse, Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, Lévis, Lotbinière, Portneuf, Québec, Saint-Lambert, Valcartier, Stoneham et bien sûr Montmagny-Lillet. Donc, neige abondante jeudi et vendredi. Vous avez bien entendu. Une tempête printanière affectera le Québec jeudi et vendredi, apportant des quantités importantes de précipitations. Alors que la pluie débutera jeudi sur le sud-ouest de la province, les secteurs plus au nord et à l'est, donc au nord, on parle de la région de Charlevoix et la Côte-de-Beaupré, à l'est, c'est nous. Donc, on aura droit à de la neige parfois forte qui persistera vendredi. Des accumulations de neige approchant généralement 10 à 15 cm sont attendues sur les secteurs touchés, mais plusieurs secteurs montagneux, tels que les Appalaches, ça nous concerne encore, les hauteurs de Charlevoix et l'est de la Gaspésie pourraient recevoir 25 cm ou plus. Donc, ces accumulations de neige devraient rendre les déplacements difficiles, mais comme il n'y a pas beaucoup de déplacements, il y a toujours un signe encourageant de ce côté-là. Donc, ce que ça nous donne, d'abord, on regarde l'image radar de ce mercredi 8 avril. Alors, vous voyez là, au sud, une petite bande de nuages et quelques petits nuages là, qui apparaissent au nord du fleuve Saint-Laurent, mais c'est très peu. Mais pour notre région, on nous parle de temps généralement ensoleillé aujourd'hui, des vents devenant du nord-est à 20 km/h avec des rafales à 40 au cours de l'avant-midi avec un maximum de 2 degrés. Refroidissement éolien de moins 9 en avant-midi, donc c'est quand même froid pour un 8 avril. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, vent du nord-est de 20 km/h, minimum de moins 6. Pour demain jeudi, nuageux, neige débutant en avant-midi, neige mêlée de pluie en après-midi, accumulation de neige de 2 à 4 cm, vent du nord-est de 30 km/h avec des rafales à 50, donc ça pourrait causer de la poudrerie, maximum de 3 degrés, 4 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, de la pluie ou de la neige, minimum de moins 1. Et pour vendredi saint, peut-être qu'on doit vous le rappeler parce que ça ne ressemble pas beaucoup à une semaine sainte, on parle de neige, du temps venteux, maximum de plus 3 degrés. Je vous rappelle que pour notre région, on parle de 10 à 15 cm et ça pourrait même aller jusqu'à 25 cm pour les terrains montagneux plus au sud. Samedi, ça se dégage. Il y aura de la pluie intermittente dans la nuit de vendredi à samedi avec un minimum de 0. Et pour samedi, le ciel va se dégager. Donc, on connaîtra du soleil avec de fréquents passages nuageux et un maximum de 4 degrés pour Montmagny, 5 pour Lillet et 6 pour Kamouraska. Pour dimanche, du soleil avec un maximum de 6 degrés. Donc, la neige reçue devrait nous quitter rapidement. Et on débute la semaine, lundi de Pâques, avec de la pluie intermittente maximum de 7. Et mardi, le 14 avril, alternance de soleil de nuages avec 60 % de probabilité d'averse de neige. Mais on parle d'un maximum de 7, donc permettez-moi de mettre en doute un peu ces prévisions d'Environnement Canada, alors que si on nous prévoit 7 degrés, ça pourrait être plus sous forme de pluie que de neige. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont 6 le jour, moins 4 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h07 ce matin et se couchera à 19h21, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 98 avec 9,5 degrés et la plus froide en 2015 avec moins 10 degrés. Donc, vous voyez l'écart, 9 degrés en 98 et en 2015, moins 10. Maintenant, hier, aucune précipitation reçue.
On a enregistré un maximum de 2,6 degrés, donc c'était beaucoup plus froid hier qu'avant-hier. Et on a enregistré un minimum de moins 5 au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est à 100,5 kPa à la baisse. L'humidité est à 79 %. Les vents soufflent On va y arriver. Les vents soufflent actuellement de direction est-sud-est à 11 km/h. Il fait moins 3 degrés avec un beau soleil, mais avec le vent, on peut ressentir moins 11 degrés. Donc, je vous rappelle, cet avertissement de neige abondante pour jeudi et vendredi, 10 à 15 cm. Et pour certaines régions, ça pourrait se rendre jusqu'à 25 cm. On vous donnera tous les détails. Et pour l'instant, l'état des routes, eh bien, vous avez appris dans le bulletin de nouvelles que la MRC de Bellechasse, Montmagny, Lillet et le Bas-Saint-Laurent, maintenant, c'est fermé à la circulation, sauf pour les services essentiels. Ça nous donne quand même des routes sur pavage, toutes nos routes secondaires et même nos routes principales. La 132, l'autoroute 20, c'est sur pavage. Mais comme on n'a pas le droit de sortir, eh bien, vous pouvez quand même constater que nos routes sont belles. C'est le calme avant la tempête. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Cependant, la Clinique dentaire Montmagny est disponible pour toute urgence au 418-234-7583. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny vous remercie de votre compréhension. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé. Mes amours, mon bonheur, la maison de mon cœur. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 8 du mois d'avril 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 8 avril. Il y en a plusieurs et ce matin, 8 anniversaires au téléphone sur notre boîte vocale. Vous me voyez très ravi. Alors allons-y. 8 avril aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Léandre Mathieu. C'est de la part de sa sœur Claire. Bon anniversaire, Léandre Mathieu. Aujourd'hui, c'est le bon anniversaire à ma grande amie Denise Lemieux de Montmagny. C'est de la part de Monique Ross. Alors, bon anniversaire, grande amie Denise Lemieux. Bon anniversaire aujourd'hui à Francine Roy et sa sœur jumelle France de Berthier. C'est de la part également de Monique Ross. Alors, bon anniversaire Francine et France, sœurs jumelles. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Hubert Caron. C'est de la part de ses parents Linda, Martin et les enfants Léa, Benjamin et Victoria. Et bien sûr, grand-maman Jeanne. Alors, bon anniversaire, Hubert Caron, en ce 8 avril. Bon anniversaire à une gentille voisine. J'ai trouvé ça sympathique. Bon anniversaire à une gentille voisine, Thérèse Letourneau-Lemieux, de Laurette et Jacques, Sophie et Frédéric. Bonne journée à vous et votre conjoint André. Bien, le message est passé. C'est plaisant d'entendre ça. Une gentille voisine. Donc, Thérèse Letourneau-Lemieux, bon anniversaire. Vous avez de bons voisins qui ont pris le temps de nous téléphoner ce matin. Et permettez-moi de souhaiter bon anniversaire à ma sœur aînée ce matin, ma grande sœur Pauline, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Alors, je t'embrasse bien fort et je te souhaite surtout, sœur Pauline, de la santé et du bonheur. Voilà. Maintenant, sur la scène nationale d'aujourd'hui, 8 avril, je vous passe un message parce que c'est la semaine de Pâques, je vous le rappelle. Donc, d'aujourd'hui, 8 avril, jusqu'au dimanche 12 avril, c'était sur la page de Pierre Gingras ce matin. Les catholiques de la région et d'ailleurs sont invités à se rassembler via leur ordinateur, tablette, téléphone, pour suivre les célébrations diffusées à partir de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, dans le plus strict respect des mesures sanitaires en vigueur. Toutes les célébrations seront disponibles en direct et en différé sur le site ecdq.tv. Donc, si ça vous intéresse de suivre les événements saints de la Semaine sainte en préparation de Pâques.
On se rappelle aujourd'hui 1 million de personnes et une foule de dirigeants venus du monde entier assistent à Place Saint-Pierre et dans les rues de Rome à des funérailles grandioses célébrées pour le pape Jean-Paul II, décédé le 2 avril 2005, avant son inhumation dans la crypte de la basilique. Les funérailles de Jean-Paul II prennent l'allure d'un vaste sommet diplomatique. Alors, ça fait déjà 15 ans que Jean-Paul II nous a quittés. Les anniversaires de ce 8 avril, Stephen Blaney, député conservateur de Bellechasse, les Etchemins-Lévis, 55 ans aujourd'hui. Robin Wright, actrice américaine. Claire Underwood dans House of Cards, 54 ans. Patrick Drolet, comédien et acteur québécois, 46 ans. Patricia Arquette, actrice américaine, 52 ans. Julian Lennon, fils de John Lennon et de Cynthia Lennon, 57 ans. Jean-Jacques Pichette, président de Voyages Interpays, ex-joueur des Citadelles et des As de Québec, mais aussi Jacques Pichette est le père de Dave Pichette, qui a joué pour les Nordiques de Québec. Il a 87 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 8 avril, le cardinal Jean-Claude Turcotte est décédé en 2015 à l'âge de 78 ans, ancien archevêque de Montréal. En 2018, Lise Lebel, 71 ans, ex-animatrice qui a fait les belles années de Radio-Québec, téléservice de 1980 à 1990, on s'en souvient. En 2016, Roland Dulac, 85 ans, cofondateur des Croustilles du Lac. En 2014, Frédéric Grondin, 84 ans, l'un des grands de l'histoire de la radio et de la télé à Québec, entre autres à CKCV 1280 et Télé-Québec. Et Télé4, pardon. En 2014, Ultimate Warrior, 54 ans, lutteur américain, membre du temple de la renommée de la WWE. En 2013, Margaret Thatcher, 87 ans, première ministre de la Grande-Bretagne de 1979 en 1990. On l'appelait la femme de fer. En 2012, Jack Tramiel, 83 ans, homme d'affaires américain, fondateur de Commodore International, puis directeur d'Atari. Et en 1997, Albert Malouf, 80 ans, ex-juge québécois. Vous vous souvenez sûrement de ce juge qui a fait l'histoire il y avait commissaire ou la commission Malouf, voilà. En 1994, François Roset, 95 ans, comédien français d'origine. Et en 1973, est décédé Pablo Picasso, 91 ans, peintre espagnol. Beaucoup d'anniversaires ce matin et beaucoup de disparus en ce 8 avril. Dans quelques instants, on va s'amuser un peu, puis ça va faire du bien. Les trouvailles du prof, en compagnie de Rénal Lavoie. Je vous rappelle que cette chronique a été enregistrée il y a quand même quelques semaines de cela, avant l'annonce de la pandémie et du confinement. Et à 9 h, par Skype, nous avons réalisé hier une entrevue avec Mme Gaëtane Corriveau, politologue, formatrice, groupe Femmes, Politique et Démocratie, qui s'est rendue récemment en Tunisie. Elle nous raconte son voyage, donc c'est à ne pas manquer. Et José Soucy sera là pour nous commenter l'actualité. Et ce n'est pas les nouvelles qui manquent de ces jours-ci. Je vous souhaite une bonne émission. Avril, mois de l'autisme. Si Tom était autiste, ses chances d'inclusion professionnelle n'excéderaient pas 10 % une fois adulte. Justement, Tom est autiste. Malgré ses qualités et ses compétences, Tom est souvent jugé pour ses comportements atypiques, ce qui l'exclut du milieu professionnel. Tom a besoin de votre ouverture d'esprit et de soutien pour réussir son intégration en emploi. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ce temps-là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Salut, prof! Salut. Ah, qu'est-ce qu'il y a, là? Elle devrait dire, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est parce que j'ai froid. Ah, regarde l'eau en arrière. Ouais, hein? Et tabarnouche de Écoute, crème, même hein? les oies blanches commencent à penser à partir vers les pays plus chauds parce que l'eau n'est pas chaude, hein? Ben, avant de chez nous, moi, la même affaire. J'ai des canards, il y a des oiseaux. Tu pensais comment ça doit être froid? Et
Tabarnouche. Ouais. On est peut-être mieux dans notre chez nous que dans le fleuve. Mais en tout cas, ça a l'air qu'ils sont équipés pour ça. J'espère. Ça a l'air qu'ils ont des bonnes chaufferettes. J'espère. Ils ont des bonnes mitaines, ils ont des bonnes bottes, je ne sais pas, mais tabarnouche. Ouais, ça ne doit pas être toujours... Non. Écoute... Écoute. Comme notre ami. On va y aller dans les trouvailles, dans les photos, d'abord. On commence avec nos photos. Ah, mon dos. Ça, aujourd'hui, ça ne passerait plus. Un 7-Up. Hey, pourquoi qu'on a les clients les plus jeunes? Hey, tu dirais ça aujourd'hui, tu donnes du 7-Up à ton enfant. Hey, Renal, est-ce que tu te souviens des grosses caisses de bois? Oui. Avec les bouteilles. Mon père Puis achetait ça. Des règles de fer. Oui. Ben oui. Avec la caisse de bois, là, puis c'était marqué 7-Up sur la caisse. Il arrivait avec ça à la maison, puis c'était pesant. Ben oui. En plus, des bouteilles de vitre pleines. Non. Tu sais, quand on dit qu'on s'améliore. Puis là, toi, est-ce que ton papa t'aurait donné du 7-Up bébé? Non, pas bébé. Là. Non. Et moi, je te dirais qu'on ne prenait pas de la liqueur là, tous les jours. Puis, non, nous autres aussi, c'est ça. On pouvait en prendre, il y en achetait, parce qu'ils voulaient qu'on en prenne. Même, je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens de ça, ça se vendait en boîte, là, des petits sacs de chips mium, là. Ils vendaient ça à la caisse, là, puis c'est 5 cents. C'est l'ancêtre des boîtes de l'Halloween. OK. Alors, 7-Up à Manteau. Qui a connu ça? Si vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin. Michel, ça, là... Une vieille maison. Si tu vas à la ruée vers Gould, je t'en parle, la ruée vers Gould, je vais là 3-4 fois par année, moi. Okay. La cabane a 300 ans minimum. Et c'est une salle à manger extraordinaire. Et il y a un poêle comme ça, qui ne fonctionne pas, là. Mais il y a encore des choses dessus, puis tout ça. C'est le poêle. Selon moi, c'est la ruée vers Gould. Mon beau poêle Bélanger. Oui, mon beau poêle Bélanger. En passant, il y avait l'exposition. Est-ce que tu es allé la voir? L'exposition sur Bélanger, c'était extraordinaire. J'espère que vous êtes allé voir ça. D'ailleurs, il y avait la madame qui était là. Comment ça, j'ai manqué ça, mon beau oui. Hey. Parce qu'il y avait la madame aussi qui faisait la publicité, mon beau poêle Bélanger. Hey. Qui ne se souvient pas de ça? Oh, c'est pas beau, la belle petite famille, toi. L'auto-beaucoup. Avec un auto-beaucoup, avec du plywood, ils n'ont pas fini de le décréter. Il appelait ça du simili-bois. Ouais, ils n'ont pas fini de le décréter. Hey, écoute, c'est Chrysler, en 1984, qui a inventé l'auto-beaucoup. Mais écoute, on appelle ça encore l'auto-beaucoup, mais c'est une vanne aujourd'hui. Oui. Ça a-tu marché? L'idée vient d'où? Ils l'ont illimité. Ça, tu vois, justement... L'idée vient d'où? Vas-y. C'était Iacocca qui était le président de Chrysler à ce moment-là, parce que Chrysler était en faillite technique. Lee Iacocca, qui avait été vice-président chez Ford, qu'on avait remercié de faire rentrer un des Ford, un des enfants. Et c'est Lee Iacocca qui est allé reprendre Chrysler, à ce moment-là, qui était en faillite technique, et qui a dit, on va faire de quoi? Et le modèle de la vanne, l'auto-beaucoup, l'idée est venue de lui, mais aussi de Fate Popcorn. Est-ce que ça te dit de quoi, Fate Popcorn? Fate Popcorn qui a écrit des livres sur le marketing. Et voilà, Fate Popcorn, elle avait des gens partout sur la planète et elle vérifiait les tendances. Donc, tu pensais que ça te donne des idées? Parce que des fois, là, moi, j'ai toujours dit que la mode à Paris, quand la mode sort à Paris, exemple, en 2000, ça arrive à Montréal en 2003, 2004 et ça arrive en Gaspésie en 2010. non, mais... Donc, si les tendances, t'es prends où? T'es prends des gens qui, tout à coup, vont voir des trucs plus en avant. Et Fate Popcorn, elle avait du monde comme ça partout sur la planète. Et d'ailleurs, il y a un livre de Fate Popcorn, je l'ai ici dans la bibliothèque, dans le bureau, et on voit justement tous les trucs. Et c'est elle qui avait travaillé sur ce dossier-là avec Lee Iacocca, un auto-beaucoup. Quel succès! Ah, un succès! Est-ce que c'est ça qui a sorti les Chrysler de... Oui, avant ça, quand Lee Iacocca est arrivé là, Lee Iacocca, ils ont dit, ben on n'a pas le moyen de te payer. Il dit, je vous demande $1 ma première année. Par contre, il dit, je vous demande des options d'achat d'actions. Et ils ont dit, en veux-tu? Parce qu'ils valent plus rien. On est en faillite technique. Il dit, moi, ça me prend X millions d'options d'achat. Et la légende dit que qu'il a terminé, il aurait fait tout près de 10 millions la première année. Parce qu'il a repris l'entreprise. Ben avant, l'auto-beaucoup, oublie pas, t'en rappelles-tu des modèles K? Oui, reliant K et SK, oui. Moi, j'ai toujours dit que c'était un char qui était fait avec un frame en 2x4. Ça coûtait rien de faire ce char-là. Et c'est pour ça qu'il a décidé de faire ce char-là, qui coûtait rien, qui vendait, il faisait un profit
extraordinaire sur chacun des chars. Et c'est ça, il a commencé à rapporter de l'argent. Et après ça, les key modèles, les modèles K, là est arrivé l'Autobuku qui a été un hit. Écoute, ça a été copié dans le monde entier. Toutes les marques d'automobiles ont Jean, on va revenir à la photo, s'il te plaît, de l'Autobuku. Et la force de ça, et ça le démontre bien, Voilà. là, la famille. Et voilà. Et c'est-tu ce qu'on appelle, Renal, viser dans le mille? Ah ben oui, oui. Parce et que les gens... familial, on appelle ça une familiale là, Oui. dans le temps. Dans le temps, la familiale, est-ce que tu te souviens? On disait que la voiture familiale, c'était la station. Un chicken wagon. Un station wagon. Station Ben wagon. oui, ben oui. Et c'est ce qui a remplacé Voilà. la familiale, Oui. qui est devenue. Et C'est là, ça. c'est celle-là qu'on voit, je pense. Et bravo à Chrysler d'avoir pensé à ça. 7 passagers, hein, parce que... Oui, mais aussi, si tu n'avais pas le 7 passagers, tu as quand même beaucoup d'espace en arrière pour mettre bien du stock. Et l'avantage aussi de l'Autobuku, tu peux enlever les sièges. Ça devenait une voiture de livraison. Non, tu sais, c'était là, vraiment une trouvaille extraordinaire. Ça? Et Pas après mal ça, mieux que les trouvailles du prof. toute ça, la compétition, oui, toute la compétition copié. a imité le produit. L'Autobuku a été aussi copié que Mustang. Ouais. Tu vois les modèles. Hey, ça, mon ami, t'en rappelles-tu? On a-tu mis, Ben oui. on a-tu mis des 30 sous dans ça? Restaurant La Hey! Détente à Montmagny, sur l'avenue de la Gare, pour les gens qui s'en souviennent, là. On De M. pouvait Blouin, de changer- Robert Blouin, propriétaire. On pouvait changer les... Ouais. On pouvait mettre de la musique Voilà. à la table. Voilà. Mais moi, j'essaie de penser, de me souvenir, parce que quand j'étais jeune, on commençait notre adolescence à aller au restaurant pour aller Ben oui. prendre une liqueur. Ça devait être agaçant un peu pour les autres à côté. Je sais pas comment. Je me souviens pas comment c'était fait. Ou encore, Mais- s'ils faisaient jouer, là, comme dans le temps, t'en rappelles-tu, Gros Jambon? Oui, de Réal Giguère. Ouais, Gros Jambon. Tu pensais dans le restaurant, nous autres, à Rimouski, à Saint-Odile, là, il était là. Et des fois, il y avait des gens qui le mettaient 10 fois, une après l'autre. T'étais-tu tanné du Gros Jambon? Il est descendu au fond de la mine avec sa sandwich à canne de bine. Non, non! Et ça a fonctionné. Oh! On pouvait enregistrer Gros Jambon là-dessus. Ouais. Mais, Et ça, t'en rappelles-tu, le petit maudit fil, il détordait tout le temps, puis là, il cassait. mais puis là, ouais, mais ça a été quand même une belle innovation Ah, ben oui! qui a Ah, ben remplacé oui. un peu le disque. C'est là que le disque, le 45 tours, Oui. et le micro-sillon ont commencé à souffrir. Voilà. Parce que les cassettes, parce que tu allais dans un magasin de disques et t'achetais la cassette parce que Oui. c'était plus facile à manipuler que le disque. Voilà. Donc, Alors, oui. on y va de nos trouvailles, mon ami? Oui. Excellent. Première trouvaille, on va... Combien de décibels produit en moyenne, et là, je vais te le dire, un murmure dans une bibliothèque? C'est 35 décibels. Tu sais, des décibels pour le bruit que ça fait, on enregistre le bruit. Donc, si on parle à la bibliothèque comme ça, c'est 35 décibels, OK? Un concert pop, 115 décibels, OK? Une conversation normale, quand on se parle tous les deux, c'est 50 décibels. Pas quand on te crie après, mais quand tu cries après nous autres, 50 décibels, OK? Une cour de récréation des écoles, 80 décibels. Concert, je l'ai dit, 115 décibels. Hey, un marteau-piqueur, tu sais, un jack drill, Oui, ça mène du bruit. 120 décibels. Mais Je pensais que ça était plus que ça. Mais l'oiseau l'araponga, notre oiseau araponga, qu'on voit à l'écran, 125 décibels. Hey, il crie plus fort qu'un marteau-piqueur. Regardez la grosseur. Lui, es-tu équipé? T'en as-tu à Montmagny de ça? Non, selon moi, non. Non? Selon moi, non. Non. Fait que... C'est un oiseau exotique. non, mais pas des fans. 125 décibels, 100. un oiseau. Moi, 125 décibels, il est pire qu'un Et, marteau-piqueur. à 5 heures le matin, là. Hein? Tu Puis, donnes à ta fenêtre, là. il est sa branche à côté de ta chambre à coucher, là. Sors le 12. Hein? non, mais c'est pas drôle, hein? C'est de l'agressivité, ça. Non, tabarnouche. Non, mais hey, ça crie-tu fort? Hey, mais ça va, tout ce que tu as mentionné, Oui. là, l'oiseau crie plus fort que tout ça. Que tout ça. Non, c'est pas des fans. Plus fort qu'une cour de récréation. OK. Fait que, qu'il reste dans son pays. Plus fort qu'un concert pop. Ouais. Qu'elle se habillée, là, ici. Qui reste ici, dans tout son ça. pays. Ben, c'est ça. Maintenant, le chiffre 650, écoute ça, là, c'est le nombre de diamants incrustés sur la bague de championnat des Raptors de Toronto, vainqueurs de la finale de la NBA en 2018. Il y a 650 petits diamants d'incrustés dans la bague.
Ça doit valoir assez cher. Comme la bague du Canadien, je sais pas, tu as vu? Là, la bague de Coupe Stanley. Voilà, c'est ça. Ça prend un bon doigt. T'as-tu vu le moiton? Le moiton, c'est ça. Tu as vu, Sammy, cet été, il avait la bague, méchante bague en tabarnouche. Hein? Tu sais, je vais te poser une question, Hitler, mon ami, tu vas rire. La situation est triste, mais on peut en rire. OK? Chaque année, sur mon territoire, la superficie des forêts qui disparaissent représente plus de 5000 km². 2 fois plus que dans n'importe quel autre pays au monde. Qui suis-je? Le Brésil, la Russie, le Canada, la Chine ou l'Indonésie? Et mon dos. La Russie? Oui. Et la Russie, ils perdent l'équivalent de 5000 km² par année de forêt. À cause de incendies? Oui, des incendies, puis c'est pas Parce drôle. que tu n'as pas nommé les États-Unis, parce qu'avec les feux de la Californie récemment... Oui, c'est ça, mais c'est juste la Californie. Oui. Mais c'est ceux qui en perdent en dans les pays que tu as nommés, oui. J'y allais par déduction que il y a des pays que je pense qu'il n'y a même pas d'arbres. Fait que je suis allé par déduction. Mais la Russie, parce là... que c'est un pays nordique. Voilà, comme le c'est nôtre. ça, c'est ça. OK. Et je vais te faire une comparaison maintenant. Quelle est la proportion des jeunes Américains financièrement indépendants de leurs parents avant l'âge de 23 ans? Autrement dit, avant 23 ans, combien qu'on avait de jeunes Américains indépendants financièrement? Il n'y avait pas besoin de leurs parents. OK? En 1980, 32 %. Et en 2018, 24 %. J'aurais pensé que ça aurait été plus beau. Ouais. Moi aussi, mais 24 %, pourquoi ça diminue? Écoute, on va de plus en plus aux études, je veux dire, puis il y a de plus en plus de Tanguy. Oui. Non, c'est vrai. Mais pas juste aux États-Unis, mais au Canada aussi. Parce oui, que mais les enfants restent de plus en plus longtemps à la maison. T'as connu ça? Oui. Avec l'université. C'est ça. Les gens qui vont à l'université, études. mais c'est... Voilà, non. Et là, mon ami, tu vas voir que... C'est quoi qu'il disait Elvis Gratton des Américains? Oui. Ils l'ont l'affaire. Hein? Ouais. Ils l'ont l'affaire. Puis, ouais, gros. Écoute ça. Think big. Think big. 59 615. Le chiffre 59 615, ça, mon ami, c'est le nombre de publicités diffusées à travers les États-Unis par le milliardaire Tom Steyer, qui aspire à devenir le candidat démocrate aux élections présidentielles de 2020. 59 615 publicités qu'il a mis à date. OK? Mine de rien, le candidat Steyer est responsable de 78 % de la publicité totale électorale diffusée jusque-là. Sais-tu à date combien il est rendu en budget de publicité? Juste lui. 23,2 millions. Ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. 23,2 millions, un candidat. Hein? Tu vois-tu qu'ils n'ont pas... 12, hein? Ouais, tu vois-tu qu'ils n'ont pas les mêmes règlements que nous autres ici au Québec et au Canada? Parce qu'il y a des règlements. Et Dieu merci, c'est régi ici. Ben, j'espère. Mais tu pensais 23 millions. Et j'en parlais... C'est bon pour les médias. Ben, c'est bon, oui, mais j'en parlais avec José. Tu pensais qu'il va y avoir du monde, hein? Il y a du monde qui va en avoir une coupe, hein? Non, tu vois-tu, là, les conflits, les ci, les ça, tu sais, nous autres, on a essayé de tout éliminer ça par nos façons de faire. Ils sont encore 12 candidats. Hein? C'est pas drôle, c'est bien trop, là. Mais tu sais, quand tu penses à ça aux États-Unis, là, l'élection se passe, il est élu, il est assermenté, puis là, il retombe en campagne électorale parce que dans... c'est des mandats de 4 ans. Au bout de 2 ans, tu as la mi-mandat. La mi-mandat. Ouais, le mi-mandat, bon, oui. Donc là, il faut qu'ils se préparent parce que là, le Congrès a changé, il est devenu démocrate à majorité. Et là, encore, il faut qu'ils recommencent après ça parce que là, c'est des élections présidentielles dans 2 ans. Donc, ils sont toujours en élection. Mais c'est bon, par contre, ce que tu as dit, c'est bon les médias, maudit. Oui. non, des beaux budgets. Tu es comme propriétaire d'un média, quoi tu penses? 23 millions. S'il y a 12 candidats, Rénal, 23 millions multipliés par 12, ça commence à faire un montant intéressant. Donc, pour les médias, c'est très bon. Là, maintenant, on va y aller avec... Je termine là, avec les échecs, les choses qui n'ont pas marché. Oui. OK? T'en rappelles-tu du Chevrolet Nova de General Motors? Oui, milieu des années 70. Mon père a eu un Nova. Ouais. OK? Chevy Nova. Oui. Et ils ont été obligés, dans les pays hispaniques, ils ont été obligés de changer le nom. Ils ne l'appelaient pas Nova. Parce que Nova, en espagnol, ça veut dire « ça ne marche pas ».
Voyons donc. Hey, c'est bon! Ça ne marche pas. Tu sais, tu t'as acheté un char, puis il te le dit. Comment il s'appelle? Alors, je vous offre ce Ça marche magnifique pas. produit. Qui ne marche pas. Ça s'appelle le Chevrolet, ça ne marche pas. Ça, c'est drôle, hein? Ça, c'est Nova. Mais dans les mêmes années, Ford a sorti un modèle, il avait sorti Mustang. Étant petit, il avait sorti Pinto. Oui. Le beau petit Pinto. Tu sais, le Ford... Il s'en est vendu, Ronald. Oui, Si ça n'a pas marché, il s'en est vendu. Le Mustang, c'est un cheval de course. Pinto, c'est un beau petit poney. Hein? Mais la même chose, dans les marchés où on parle espagnol, portugais, ils ont toujours changé le nom. Parce que Pinto, ça veut dire petit appendice mâle. Non. Comment t'es venu? Je suis venu avec mon petit appendice mâle. C'est pas bon. Hein? Tu vois-tu? Puis c'est des compagnies, ça, là, internationales. Hey, papa, est-ce que tu me prêtes ton petit appendice mâle? Qui font des erreurs comme ça. Non, mais pense-y, là. T'sais? Puis, un autre exemple, McDonald's. Ronald McDonald, là, ça a-tu pogné, ça? Ça pogné encore. Dans quel pays ça n'a pas pogné? Vas-y. Au Japon. Parce que la face blanche de Ronald McDonald, c'est synonyme de mort. Donc, les faces blanches, là-bas, c'est la mort. Ça fait que tu sors pas... Il maquille un peu moins. Ouais, tu sors pas Ronald trop, parce que, tu sais, les gens qui vont aimer ça peuvent aussi bien mourir, OK? Et aussi, un autre échec, le déodorant Rexona. Rexona, OK, a été modifié au Portugal. Parce que Rexona, ça avait une connotation obscène. Une affaire de cul. Oui. Ça fait que c'est moins bon. Hein? Non, la télévision. Non, c'est moins bon. Tu sais, je veux dire, tu dis, quel est ton déodorant? J'ai un déodorant de... Voilà. Voilà. Toujours Donc, très intéressant, ces chroniques, mon ami prof. Bon, c'est bien. Alors, on se revoit la semaine prochaine. J'espère dans une autre plus chaude. Ouais, j'aimerais ça, là. Me semble que avoir des palmiers, puis ça nous aiderait. On va faire la demande à notre producteur. OK, d'abord. OK. Hey, bonne semaine. Salut, bonne semaine. Voilà, ça complète les 3 du prof pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, à la même heure. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors, notre nouvelle positive de ce mercredi 8 avril, les producteurs de bovins de la région remettent plus de 5 000 $ aux banques alimentaires. Les producteurs de bovins de la Chaudière-Appalaches ont remis une aide spéciale de plus de 5 000 $ en viande hachée aux banques alimentaires de la région. Les organismes Moisson Beauce, Moisson Kamouraska et Moisson Québec sont les 3 banques alimentaires qui bénéficieront de ces dons. Comme on le sait, ces organismes seront particulièrement sollicités au cours des prochaines semaines avec les nombreuses pertes d'emplois prévues en raison de la crise du COVID-19. Les producteurs de bovins de la Chaudière-Appalaches-Nord et les producteurs de bovins de la Chaudière-Appalaches-Sud contribuent chacun pour 1 000 $ à ce don de viande de bœuf pour un montant total de 2 000 $. Abattoir Clich d'East-Broughton, l'un des partenaires majeurs dans ce projet, contribuera dans une mesure similaire puisque les 667 livres qui seront donnés aux organismes auraient une valeur réelle de 4 533 $ si cette viande était achetée à prix régulier en épicerie. Parallèlement à cela, un producteur de la région, Pierre-Luc Nadeau, de ferme Daunier Incorporée de Saint-Isidore, a pris l'initiative de fournir des veaux de lait, dont la viande sera également remise aux 3 organismes moissons couvrant le territoire de la Chaudière-Appalaches. Ce don, assumé aussi en partie par le Fonds de promotion des producteurs de veaux de lait du Québec, représente 100 livres de viande de veau de lait pour une valeur d'environ 800 $. Donc, c'est une belle nouvelle, les producteurs de bovins de la région qui remettent plus de 5 000 $ aux banques alimentaires de la région. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Ma prochaine invitée, elle est politologue, groupe Femmes, Politique et Démocratie, Madame Gaétane Corriveau. Madame Corriveau, bonjour. Monsieur Montminy, bonjour. Bienvenue à notre émission parce que c'est un peu particulier. Mais d'abord, c'est que, comme politologue, expliquez-nous exactement la carrière, le métier de politologue. Bien, d'abord, merci, M. Montminy, de m'inviter ce matin. Je suis très, très heureuse d'être en contact avec vous, même si c'est par l'intermédiaire d'un écran. Donc, merci beaucoup et j'en profite pour saluer justement toutes les personnes qui sont confinées comme nous et surtout remercier tous les gens qui œuvrent à garder nos gens en santé là, dans les services essentiels. Donc, comme politologue, il y a des gens qui disent politicologue, d'autres qui disent politologue. Donc, c'est un titre qui est accordé lorsqu'on passe par un département de sciences politiques dans les universités. Que l'on commence par faire un baccalauréat, une maîtrise ou des études doctorales. On nous attribue après des diplômes, mais également le titre de politologue. Et ce sont tous les enjeux, les défis politiques, les régimes politiques. C'est tout ce qui touche à la politique, finalement, qui deviennent nos enjeux de recherche et nos objets d'intérêt, comme politologue. OK. Vous faites partie du groupe Femmes, Politique et Démocratie. C'est quoi ce groupe-là? On entend peu ou pas parler du groupe Femmes, Politique et Démocratie. Oui, alors c'est un organisme à but non lucratif, OBNL. C'est un organisme indépendant de tout parti politique et c'est la beauté de notre organisme parce qu'on peut travailler avec tous les partis politiques et plus particulièrement la mission de notre groupe, c'est une mission d'éducation et on vise surtout à accroître la représentation des femmes au sein de toutes les instances décisionnelles, que ce soit au palier municipal, provincial,
fédérale, au sein des conseils d'administration des entreprises ou des sociétés d'État, etc. C'est véritablement un des aspects de la mission sur lequel pour lequel le groupe travaille énormément. Et moi, dans ce contexte-là, je suis chargée de projet, politologue et formatrice, mais plus particulièrement pour le volet femmes et gouvernance. Donc, j'ai une approche féministe, je dirais, dans le sens que je travaille à ce que la pleine égalité entre les femmes et les hommes soit véritablement, réellement appliquée. Et parce qu'on sait qu'on a une égalité de droit, elle est reconnue. Par contre, dans les faits, c'est un mythe qu'on doit déconstruire. L'égalité dans les faits, l'égalité réelle n'est pas atteinte, et cela dans plusieurs secteurs de notre société, malgré les belles avancées que le Québec a faites dans les dernières décennies. Est-ce qu'on y arrive à cette égalité, Mme Corriveau? On y travaille fort et on fait de très belles avancées. C'est pas évident. Il reste encore... Pardon? C'est pas évident, surtout dans certains pays. C'est pas évident. Alors, lorsqu'on regarde, par exemple, des secteurs comme l'économie ou le salaire qui est attribué à des femmes, des hommes, vous savez que l'équité, il y a une loi sur l'équité salariale qui a été adoptée en 1996. Mais encore, il reste qu'il y a des écarts salariaux entre hommes et femmes pour des métiers équivalents, je dirais. Et on dit toujours que lorsqu'un homme gagne $1, une femme en gagne autour de 71 sous. Je n'ai pas vérifié récemment, mais c'était ça. Donc, vous voyez que malgré l'égalité de principe, il reste que dans les faits, il y a encore des inégalités et c'est à cela qu'on travaille. Alors, il y a plusieurs inégalités. On pourra se repencher là-dessus, mais il faut déconstruire le mythe que l'égalité est atteinte. C'est parce qu'on a de très belles avancées, mais elles sont fragiles aussi. Il n'y a jamais rien d'acquis de très, très solide, parce que le Québec a connu des reculs, par exemple, au plan politique, et le fédéral aussi. Là, je parle des statistiques au niveau de la représentation des femmes, au niveau municipal, provincial et fédéral. Si on regarde les statistiques au niveau municipal, si on souhaite atteindre la parité qui est ou une zone de parité entre 45 et 55 %, on regarde le taux de mairesse, on est toujours à 18,8 % de mairesse au Québec. Les conseillères, c'est un peu plus élevé. On est autour de 34 %, mais quand même, vous voyez tout le travail qui est à faire et tout le travail qu'on fait depuis des années et des années au groupe Femmes politiques et démocratie, mais il y a plusieurs autres groupes de femmes et d'associations qui sont sur le terrain, qui visent les mêmes objectifs que nous, atteindre l'égalité politique. Tout à l'heure, je vous parlais des inégalités économiques, entre autres, mais là, ça, c'est une inégalité au plan municipal. Au fédéral, on a eu récemment des élections, mais si on a la parité au cabinet, on n'a pas la parité au sein de la Chambre des communes, au sein de la députation, par exemple. Alors, donc, il faut continuer de travailler, et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qui m'a amené aussi en Tunisie. Oui, bien, c'est ça. Parlons-en, parce que vous êtes récemment allé en Tunisie, et ça n'a pas été... vous êtes allé pour... de la formation pour des élus ES, bien important de le mentionner. Et vous avez vécu un attentat. Oui. Racontez-nous. Alors, c'était un très beau projet, hein, quand vous vous imaginez. J'ai été invitée, et je remercie l'organisme qui m'a invitée, c'est la Fédération canadienne des municipalités, qui a vu mon parcours professionnel, a vu ce que je faisais, l'implantation de certains projets. Je rappelle qu'à Montmagny, avec le maire Desrosiers, que je salue, l'ex-maire, on a fait simulation. Vous m'aviez reçu d'ailleurs pour parler de simulation. Alors, la Fédération canadienne des municipalités suivait un peu les projets que je développais, simulation, le défi parité, entre autres, et les formations que je donnais. Formation sur le pouvoir, formation sur la gestion du stress, formation en leadership féminin, enfin, le co-développement, etc. Et ils m'ont approché au mois de mai l'an passé pour dire qu'ils étaient intéressés à m'intégrer à une mission canado-tunisienne qui aurait lieu, c'est ça, du 4 mars au 11 mars 2020. Et à l'intérieur de cette mission-là, j'ai été invitée à participer au lancement d'un nouveau réseau femmes politiques municipales tunisiennes. Donc, ce lancement-là a été fait le 8 mars. Et moi, la mission, mes dates de mission étaient du 4 au 11 mars. Alors, j'étais arrivée à Tunis le 5 mars au soir et le 6 mars au matin.
comme première activité, comme personne invitée, formatrice invitée, on était dans les bureaux d'une organisation internationale dont une des responsabilités est de nous faire un briefing de sécurité. Alors, j'arrivais avec le décalage horaire. La première activité du vendredi matin 6 mars, c'est un briefing sur la sécurité. Et en sortant de là, 1 heure après, en pleine séance de travail avec la Fédération tunisienne des villes, la Fédération nationale des villes tunisiennes, on apprend qu'un attentat a été perpétré contre l'ambassade des États-Unis. Alors, je ne vous imagine pas la réaction que j'ai eue. J'ai levé de ma chaise. Je me suis levée de ma chaise et puis là, j'ai dit, mais est-ce qu'on rentre tout de suite? Ça a été ma première réaction. Parce que là, il n'était plus question que je reste là avec un attentat. Et l'attentat s'est produit près des bureaux de l'organisation internationale qu'on venait de quitter, en fait. Alors, l'ambassade des États-Unis, on dit que c'était surtout des policiers qui sont visés, mais malheureusement, il y a un policier qui a été tué et 3 autres blessés, de même qu'une femme civile qui passait par là, effectivement. Alors, oui, des grosses émotions. Et puis là, tout de suite, j'ai demandé à communiquer avec la Fédération canadienne des municipalités qui m'avait envoyé finalement. Et je dois saluer le soutien et la prise en charge de la Fédération canadienne parce que tout de suite, ils ont voulu chercher à savoir qu'est-ce qui se passait vraiment. Et ils m'ont demandé de laisser passer 2 jours, les samedis et dimanches, de participer aux activités, mais sous encadrement, et de revenir, de peut-être donner ma décision le lundi. Alors, moi, je suivais évidemment ce qui se passait, mais j'étais effectivement stressée. On vit ça comment, Mme Corriveau? Parce que c'est inhabituel, on ne vit pas ça dans notre pays, on ne voit pas ça. Vous qui étiez pas chez vous, en plus, vous avez vécu ça comment? Vous parliez d'émotion. On se sent loin, hein? On se sent très, très loin des siens. On pense aux nôtres, on pense à... Là, j'ai l'émotion qui remonte, effectivement. Je pense à maman, qui a 89 ans. Je pense à mon mari, je pense à mes enfants, je pense à mes petites filles. Et là, on est très loin. Heureusement, par les médias sociaux, je pouvais communiquer au moins avec mon mari, mes enfants, qui étaient extrêmement inquiets également, mais que j'essayais de rassurer du mieux que je pouvais avec les informations que j'avais. Alors, le vendredi, dans la journée qui a suivi l'attentat, on a mis fin à une réunion de travail et je me suis tout de suite branchée sur ce qui se passait au Québec. Et je voyais bien qu'il y avait les conférences de presse de notre premier ministre, M. Legault, accompagné de M. Arruda et de la ministre McCann. Donc, j'entendais aussi un peu plus tard dans la semaine que le premier ministre souhaitait qu'on rentre rapidement, que les gens qui étaient à l'extérieur rentrent rapidement au Québec. Alors, donc, j'ai vécu ça au jour le jour, mais durant la première fin de semaine, je regardais les directives du ministère de l'Intérieur qui disaient « Restez dans vos hôtels, ne prenez pas les routes, il va y avoir des barrages policiers » parce qu'on était dans les heures qui suivaient l'attentat. Alors, effectivement, de la fenêtre de mon hôtel, tout paraissait très calme parce qu'on n'était pas très près, on n'était pas à ce moment-là près de l'ambassade. Donc, ce qui se passait autour de l'ambassade, cordon de sécurité, etc., je ne le voyais pas de ma fenêtre. Et je n'étais pas au centre-ville non plus, donc je ne pouvais pas voir comment les gens circulaient au centre-ville. Donc, l'hôtel était un peu entre les deux. Ça ne donnait pas un portrait très juste de ce qui se passait sur le terrain. Donc, j'étais alimentée sur le plan des informations par nos partenaires tunisiennes et tunisiens qui essayaient de nous rassurer en nous disant que ce n'était pas la première fois qu'ils en vivaient. Un peu comme en France, hein, on parle de la Tunisie, mais lorsqu'on va en France, moi j'y étais l'été passé, on a ça en tête encore avant de prendre notre décision. Hein. Maintenant, quand on voyage, l'aspect sécuritaire est devenu un enjeu important. Mais évidemment, quand j'ai décidé de partir, je n'ai pas décidé sur un coup de tête. C'était une décision informée par les autorités canadiennes et par la Fédération canadienne. Alors, ça se prépare. Ça prend combien de temps? C'est quand même une bonne préparation?
C'est une bonne préparation. Ça a pris 6 mois, en fait. Dès qu'il y a un an, je rencontrais d'abord ça a pris 1 an. En mai 2019, je rencontrais les gens de la Fédération canadienne qui accompagnaient une délégation tunisienne d'experts internationaux aussi. Et donc, qui, justement, on voulait voir si ce que j'offrais pouvait être adapté, par exemple, au contexte tunisien. Donc, ça a été probant. Et là, à partir de l'automne, les conversations sont devenues plus fréquentes. Et c'était une de mes questions. Déjà en décembre, je me souviens, le 6 décembre, on avait une conférence téléphonique et moi, c'était une de mes questions. La question de la sécurité, évidemment, était importante pour moi. Et on m'a assuré qu'il n'y avait pas de problème à ce moment-là, que c'était sous contrôle, etc. Alors, j'ai informé ma famille, j'ai transmis ces informations-là, je les ai partagées aux miens. Et puis, j'ai dit, je ne pars pas, effectivement. Je pars rassurée. On est bien encadré par la Fédération canadienne et là-bas, les partenaires tunisiens, internationaux et tunisiens nous encadrent très, très bien. La prise en charge a été excellente. Donc, je les remercie à nouveau et je les salue. Donc, lorsqu'on le vit, alors, je suis partie rassurée. Et quand je suis arrivée, vous comprenez que le 5 mars au soir, je ne m'attendais pas à ce que le 6 au matin, il y ait un attentat. Alors, c'était le choc, parce que là, évidemment, je venais à peine de défaire mes valises, mais j'étais prête à sauter dedans. Là, Et puis, là, ça tournait vite dans ma tête. Madame Corriveau, le temps passe très vite. Moi, ce que je voudrais vous demander, c'est est-ce que, cette expérience que vous avez vécue en Tunisie, vous freine pour aller dans d'autres pays ou vous allez poursuivre votre formation? Alors là, la suite avec la Tunisie, c'est qu'évidemment, la suite, probablement qu'elle sera via les vidéoconférences ou les visioconférences. Les formations que j'aurai à donner, c'est pas demain la veille que je vais y retourner, mais on n'en a pas encore discuté. Mais c'est la demande que l'organisme tunisien, la Fédération des villes tunisiennes m'a adressée, de même que l'organisation internationale là-bas. Alors moi, j'ai à converser avec la Fédération canadienne pour voir qu'est-ce qui adviendra. Mais on verra dans le futur. C'est pareil, comme je disais en entrée de jeu, on regarde ce qui se passe en France. On continue d'aller en France, même si on connaît les événements qui se passent là. C'est la même chose pour la Tunisie, on verra. Et c'est à suivre. Disons que pour le moment, je ne partirai pas demain matin. OK. Est-ce que ça vous amène rapidement... Et par la suite, il y a eu le contexte du coronavirus dans la même semaine. Oui, bien c'est ça. Mais est-ce que ça va... est-ce qu'au Québec, vous promenez pour donner de la formation à ces élus? Oui, je me promène à des élus, à des aspirantes candidates, à des candidates. Alors, moi, j'ai des formations. Notre organisme, le groupe Femmes politiques et démocratie, est un organisme dit national. Donc, on a la possibilité d'aller dans toutes les régions et de s'associer aussi avec des groupes terrain. Donc, on travaille toujours en partenariat, mais nos formations, nos activités, nos colloques, nos congrès sont toujours dans le but d'accroître la représentation des femmes dans les instances décisionnelles. Mais on a un autre volet, parce qu'il ne faut pas oublier que la démocratie, c'est 2 volets. Oui, c'est la démocratie représentative. On élit des représentants via nos processus électoraux, mais c'est aussi la démocratie citoyenne, participative et délibérative. Donc, les citoyens, on a un devoir qui n'est pas seulement d'aller voter aux 4 ans. Alors, on a tout un volet qui est développé au groupe par une de mes collègues qui est en participation citoyenne. Alors, on fait le tour de la démocratie sous ces 2 volets-là. Alors, un organisme qui est très présent, subventionné. Donc, il y a des années où des subventions nous sont accordées, ça va très bien. D'autres années où ça va un peu moins bien. Mais on continue de travailler fort. Et tant que l'égalité n'est pas atteinte, moi, je serai toujours sur les premiers rangs puis au front. Madame Corriveau, c'est tout. Malheureusement, tout le temps qu'on a, mais c'est très intéressant. Bravo pour ce que vous faites. Et ça nous aide à mieux connaître le groupe Femmes, Politique et Démocratie. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, prenez soin de vous. C'est moi qui vous remercie. M. Montminy également. Oui, merci beaucoup. Voilà, Mme Gaétane Corriveau, politologue du groupe Femmes, Politique et Démocratie. On s'arrête.
Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous et je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. À la demande du gouvernement du Québec de suspendre les activités non essentielles, votre concessionnaire La Pointe Auto à Montmagny annonce sa fermeture au public pour une durée indéterminée. Pour toute urgence mécanique, 248-8899. La Pointe Auto vous remercie de votre compréhension. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, nous sommes en fin d'émission et José est avec nous pour nous relater ou nous commenter les grands titres de l'actualité de ce 8 avril. D'abord, on apprenait ce matin qu'une sexagénaire a été victime d'un meurtre à Montmagny. Oui, écoute, c'est arrivé hier dans la nuit environ vers 1h du matin, c'est-à-dire mercredi 1h du matin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les policiers de la Sûreté du Québec, de la MRC de Montmagny, ont reçu un appel concernant un événement, mais ça reste toujours nébuleux sur l'avenue Sainte-Brigitte. Et finalement, sur le chemin, sur la 8e rue, ils ont interpellé un homme de 46 ans. Et pour une raison qu'on ignore encore, la personne a été arrêtée. Et par la suite, lorsqu'on est arrivé sur les lieux de l'appel, ou du lieu désigné, bien, on s'est rendu compte qu'il y avait une femme de 69 ans qui gisait à terre, qui était morte. On ne savait pas vraiment qu'est-ce qui était arrivé réellement, mais rapidement, on s'est rendu compte que c'était, avec des fortes chances, Michel, un meurtre. Donc, l'homme a été arrêté et présentement, le département des crimes contre la personne est sur place afin d'enquêter. OK. Maintenant, on va parler immédiatement des points de contrôle, si tu veux bien, qui seront aléatoires. Donc, est-ce qu'on a Oui, on a la déclaration d'ailleurs, oui, effectivement, désolé de l'erreur. On a la déclaration de Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec, que vous allez voir à l'instant. Vers 1h du matin, les policiers ont interpellé un individu sur la 8e rue ici à Montmagny. Donc, par la suite, ils ont été appelés à faire une vérification dans une résidence ici de la rue Sainte-Brigitte et ils ont fait la découverte de la victime, une dame de 69 ans. Donc, par la suite, ils ont procédé à l'arrestation de l'individu interpellé un peu plus tôt. On parle d'un homme de 46 ans. Il a été emmené au poste. Et puis, c'est le service des enquêtes des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec qui prend en charge de l'enquête. Et puis, la scène est présentement sous analyse par les techniciens en identité judiciaire. Incendie à Montmagny? Oui, c'est arrivé hier vers 11h30 au 460. C'est une grosse journée ce matin. 460, route transcomptée vers 11h30, comme je l'ai dit précédemment. C'est un feu de résidence. La centrale d'urgence a reçu l'appel concernant cet incendie. Et je peux te dire une chose. Un incendie majeur, oui, majeur. La maison est une perte totale. D'ailleurs, le véhicule qui était stationné proche de la maison a quand même fondu le devant jusqu'à un certain point. Mais j'ai pas plus de détails parce que je n'ai pas réussi ce matin à parler avec Pierre Boucher parce qu'il est en rencontre. Vous comprendrez que M. Boucher s'occupe également de la sécurité civile à Montmagny et dans les circonstances que l'on connaît, c'est-à-dire le COVID-19, bien, il est vraiment occupé. Mais de ce qu'on en comprend, on ne dénombrait pas de blessés, mais je le dis au conditionnel, mais je devrais avoir plus de détails au courant de la journée.
OK. Donc, comme je le mentionnais, on va parler immédiatement des points de contrôle qui seront aléatoires dans les MRC de Montmagny et de Bellechasse. Raconte-nous un peu, là, parce qu'il y a beaucoup eu de discussions autour de ça hier. Oui, hier, étrangement, c'est le député fédéral de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, qui avait eu vent ou qui avait mis la main sur un décret ministériel qui disait qu'il allait avoir une fermeture des 3 MRC de Montmagny, Lilley et de Bellechasse, sauf qu'il n'y a pas eu de communiqué officiel d'envoyer à ce moment-là. Donc, c'est M. Généreux de compétence fédérale qui a annoncé quelque chose de compétence provinciale. Toujours est-il qu'une heure et demie après l'annonce de Bernard Généreux, on a eu la confirmation qu'il allait avoir des postes de contrôle aléatoires dans les 3 MRC afin de limiter la propagation du coronavirus. En d'autres termes, Michel, c'est si les gens se promènent avec des raisons qui ne sont pas valables, non essentielles, ben les policiers, lorsqu'ils vont les prendre dans un point de contrôle qui va être, comme je l'ai dit, aléatoire, c'est-à-dire qu'il peut arriver à peu près à n'importe quelle intersection ou autoroute. Là, c'est pas comme Bas-Saint-Laurent puis Charlevoix. C'est pas comme à l'Apocatière où tu as des points de contrôle qui sont fixes. C'est des points de contrôle qui vont bouger du côté de nos 3 MRC, de sorte que les gens qui se feront attraper en se promenant pour des raisons non essentielles, ben on va les retourner chez eux. Raconte-nous un peu ton histoire d'hier, parce que tu l'as vécu. Exactement. C'est parce que hier, c'est le député fédéral qui a sorti l'information, mais c'était pas son rôle de la sortir. Il a cru bien faire, sauf que c'est de compétence provinciale, de sorte que lorsqu'il a sorti l'information, ben on a essayé d'avoir des validations. On a appelé au bureau de la députée ministre Marie-Ève Proulx. Elle n'était pas au courant. La préfète de la MRC de Montmagny, en l'occurrence Justine Caron, n'était également pas au courant. Le maire de Montmagny n'était également pas au courant. Ce qu'on me dit, c'est qu'on pensait jusqu'à un certain point que c'était un canular, que M. Généreux s'était fait prendre dedans, parce que c'était pas la manière de procéder, je te dirais, standard pour de tels événements. Et je ne sais pas, peut-être que le premier ministre Legault voulait l'annoncer aujourd'hui, parce qu'on parle quand même d'un gros événement. Lorsqu'on décide de fermer, c'est pas totalement une fermeture de la région, mais malgré qu'on met beaucoup de points de contrôle, de sorte qu'on veut limiter l'accès l'accès aux gens qui n'ont pas affaire ici, finalement. Et tout ça a fait en sorte que les gens étaient un peu mêlés, ça a enflammé le web, mais finalement, l'information s'est confirmée. Mais tout ça pour te dire que la plupart des gens ici, nos décideurs doivent travailler dans la même direction parce que les gens sont à fleur de peau présentement. On comprend pourquoi avec le COVID-19. Et il faut doubler, voire tripler de prudence lorsqu'on donne de l'information au public, surtout quand on est des leaders, notamment des politiciens du secteur. Merci, José. Alors, ce ne sont pas les nouvelles qui manquent. D'ailleurs, nous voyons ici la chatte de notre journaliste qui a mis bas, quoi. Oui, qui a eu 3 petits bébés hier. Bon, fait que tu joues au grand-papa? Oui, aussi. Je veux dire, malgré tout, malgré ce qui se passe à Montmagny, il y a quand même des bons côtés. La vie suit son cours. Merci, José. Je vous rappelle qu'il y a un avertissement de tempête en vigueur pour jeudi et vendredi. Et demain, on reçoit l'évêque du diocèse de Sainte-Anne, Monseigneur Pierre Goudreau. Bonne journée. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Avril, mois de l'autisme. Si Anne était autiste, sans service résidentiel adapté à ses besoins, elle habiterait encore chez ses parents. Justement, Anne est autiste. Et qu'arrivera-t-il lorsque ses parents vieillissants ne seront plus là? Malgré ses besoins d'accompagnement, Anne devrait avoir accès à un véritable chez-soi. Un milieu de vie qui tient compte de ses préférences, respecte son intimité et ses routines. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.